Si je vous dis Pirates des Caraïbes, logiquement, vous avez déjà en tête une certaine idée de l'aventure, les mimiques de Jack Sparrow, la musique épique de Hans Zimmer, et c'est bien normal. Comme beaucoup d'entre vous, Pirates des Caraïbes, c'est une saga avec laquelle j'ai grandi et qui a été très chère à mon petit cœur avant qu'il ne soit brisé en 1000 morceaux par les épisodes 4 et 5. Mais justement, je me suis dit que c'était l'occasion que je vous parle de mon amour pour Pirates des Caraïbes 3 jusqu'au bout du monde, parce qu'il est souvent considéré comme le film le plus faible de la trilogie. Mais perso, j'ai toujours trouvé que c'était un film hyper riche sur le plan thématique, et c'est aussi intéressant de comprendre ce qu'il a représenté dans le système hollywoodien de l'époque. Ou pour le formuler autrement, qu'est-ce qui a fait de ce film le blockbuster ultime des années 2000? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit flashback s'impose. En 2003, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl a été un succès inespéré. Faut vraiment comprendre qu'à l'époque, personne, mais je dis bien personne, ne misait un copec dessus. Les estimations au box-office étaient plutôt basses et surtout, personne n'allait voir les films sur des pirates. Quelques années plus tôt, en 1995, Hollywood avait été pas mal traumatisé par le flop de L'île aux pirates de Renny Harlin, qui reste encore aujourd'hui l'un des plus gros bids de l'histoire du cinéma. Et 8 mois avant la sortie de Pirates des Caraïbes, Disney s'était aussi tapé un injuste flop avec un autre film précieux de mon enfance, La planète au trésor. Et je vous renvoie d'ailleurs à la super vidéo de Déborah sur le sujet. Mais finalement, Pirates des Caraïbes prend tout le monde par surprise et s'impose même comme le 4e plus gros succès de 2003, derrière Matrix Reloaded, Le Monde de Nemo et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Disney étant Disney, la firme décide de battre le fer tant qu'il est chaud. Et en 2004, elle valide la production d'un 2e et 3e film alors qu'aucun scénario n'est encore écrit. La bonne idée. Et histoire de compliquer les choses, Disney impose que les 2 films répondent à la mode du moment et soient donc tournés en back-to-back, c'est-à-dire à la suite, dans un long tournage quasiment ininterrompu pour pouvoir assurer une date de sortie rapprochée. Warner venait de faire la même chose avec Matrix 2 et 3. Pirates des Caraïbes 2, le secret du coffre maudit, sortira durant l'été de 2006 et jusqu'au bout du monde durant l'été de 2007. Non sans avoir mis sur les rotules son équipe technique et son réalisateur. C'est important de l'évoquer parce que les 2 films avaient tout pour se péter la gueule, et j'ai même envie de dire que cet équilibre un peu précaire se sent pas mal dans Pirates des Caraïbes 3, mais ça fait aussi partie de son charme. Et c'est presque de ça dont j'ai surtout envie de parler, et que je vais étayer après cette petite parenthèse. Évidemment, pour préparer cette vidéo, j'ai revu Pirates des Caraïbes 3 à la maison, et clairement, c'est un film qui mérite un bel écran, mais aussi du gros son, ne serait-ce que pour la musique de Hans Zimmer. Et bah justement, ça tombe bien, puisqu'on réalise cette vidéo en partenariat avec sonvideo.com. Sonvideo.com, ce sont des experts dans le domaine hi-fi et home cinéma, et que vous soyez connaisseur ou néophyte, ils savent vraiment mettre l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leur magasin en France ou sur leur site internet. Du coup, ce mois-ci, je suis là pour vous parler d'une barre de son parce que la vie est bien faite et qu'elle s'appelle Rio. Yamaha True XSR X40A Carbone. Alors non seulement c'est une super barre de son, mais grâce à sonvideo.com, vous pouvez profiter d'une réduction de 35% dessus, ce qui la fait passer de 599 € à 390 €. Ce qui est vraiment pas mal pour un modèle qui condense autant de haut-parleurs. Il y en a même 2 sur la face supérieure, ce qui permet de reproduire certains canaux verticaux des cinémas où le son va rebondir sur votre plafond. Grâce à cette approche, la barre de son va vraiment créer une bulle audio dans votre pièce. Alors certes, on n'est pas sur la précision d'un home cinéma, soyons bien d'accord, mais c'est ce qui permet de s'approcher le mieux et à bas prix d'une 3D audio en accord avec les programmes que vous pouvez regarder. Et justement, cette barre Yamaha est compatible Dolby Atmos et s'adapte automatiquement à ce que vous regardez, que ce soit en streaming, en Blu-ray ou autre. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez lui ajouter d'autres enceintes Yamaha pour faire un home cinéma, le tout sans fil. Et tout ça pour 390 €, en sachant que l'offre est valable jusqu'au 4 février en cliquant sur le lien dans la description. Et n'hésitez pas à visiter le reste du catalogue de sonvideo.com. Si le contexte de Pirates des Caraïbes m'a semblé important, c'est parce qu'il confirme son paradoxe. Celui d'une anomalie que son studio a essayé de transformer en formule, notamment en ce qui concerne les adaptations d'attractions de Disneyland, ce qu'était Pirates des Caraïbes à la base. Sauf que, pour citer le poète... Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec.
Ça n'a pas marché. Mais alors qu'est-ce qui a marché avec Pirates des Caraïbes? Et surtout ces deux suites. Alors là, forcément, le petit Antoine de 9 ans vous dirait que c'est parce que les enjeux ils sont massifs, que le Kraken est un monstre de cinéma parfait, que Davy Jones reste l'une des plus grandes prouesses de l'histoire des VFX, et surtout que le cliffhanger du 2, qui voyait Jack Sparrow se faire boulotter par le Kraken, l'avait laissé bouche bée à l'époque. Parce qu'en partant d'une situation aussi compliquée pour les héros, Pirates des Caraïbes 3 a pour lui son caractère vraiment désespéré. Will et Elizabeth se liguent avec Barbossa pour aller chercher Jack dans ce purgatoire qu'est l'antre de Davy Jones, en passant par ce qui doit être un rêve humide pour Platiste. Une fois tout le monde de retour, il faut réunir les 9 seigneurs pirates et organiser la résistance contre la Compagnie des Indes et le machiavélique Lord Beckett, bien décidé à anéantir les derniers pirates. Et pour rappel, le méchant avait récupéré à la fin du deuxième film le fameux cœur de Davy Jones, ce qui lui permet d'avoir le contrôle du Hollandais volant et de son équipage maudit. Mais ça, en fait, c'est la surface de Pirates des Caraïbes 3, ce qui est à la fois le problème évident du film, mais aussi l'une de ses réussites. Alors concrètement, c'est le bordel, il y a beaucoup de personnages, et le film s'amuse surtout jusqu'à son climax à définir des dynamiques de pouvoir qui changent tout le temps. Tout le monde se tire dans les pattes, se trahit et retourne sa veste, vous savez, la manière de ces petites peluches de pieuvres trop mignonnes qui sont contentes ou en colère. J'adore ces trucs, c'est trop mimi. Will veut sauver son père de sa dette envers les Hollandais volants, Elizabeth veut ramener Jack parce qu'elle culpabilise d'être responsable de sa mort dans le 2 et veut aussi venger au passage la mort de son propre père. Barbossa veut libérer la déesse Calypso pour se donner une chance de survivre face à la Compagnie des Indes, et Jack se dit que ce serait peut-être pas mal d'embrocher le cœur de Davy Jones pour prendre sa place de capitaine immortel. Ça fait beaucoup d'arcs narratifs à empaqueter et c'est clair que ça fait un peu traîner le deuxième acte. Mais en plus de symboliser à quel point le monde des pirates reste égoïste et impitoyable, j'admire pas mal que Pirates des Caraïbes 3 donne autant de biscuits à tous ces personnages. Ce qui l'amuse, c'est avant tout de voir comment ces trajectoires individuelles entrent en conflit et engendrent de la dramaturgie au cœur des enjeux plus larges du récit. Et c'est là qu'on en arrive au premier argument indispensable quand on défend la trilogie, le talent de son réalisateur Gore Verbinski. En fait, c'est même l'occasion de dire un truc important. Nous tous, là, en tant que société, on n'a pas su rendre justice à Gore Verbinski. Parce que, ok, le bonhomme s'est fait surtout connaître pour son remake dispensable, mais très efficace de Ring, et c'est vrai qu'il a pondu quelques films pas terribles comme Le Mexicain. Mais malgré le succès de Pirates des Caraïbes, Verbinski a difficilement été considéré comme autre chose qu'un bon faiseur. Et je pense que beaucoup ont mis ça sur la logistique très lourde des épisodes 2 et 3. Il avait su se dépatouiller avec une aussi grosse machine, mais on ne lui a pas donné beaucoup plus de crédit que ça. Et ça n'est pas allé en s'améliorant vu les bids injustes de Rango, A Cure for Life et surtout de Lone Ranger, la propre tentative de Verbinski de refaire du Pirate des Caraïbes et que le public a très violemment boudé à l'époque. Et bon, d'ailleurs, je prends 2 secondes là-dessus. Oui, le film a des problèmes, mais il est aussi bourré d'idées. Il est politiquement aussi pertinent que Jusqu'au bout du monde, et je vais y revenir. Et surtout, le climax de fou furieux avec les trains là, ça enterre les 3/4 des climax de blockbuster sortis depuis. Verbinski, c'est un mec qui a avant tout le sens du rythme. Avec sa caméra, avec ses acteurs, avec son montage et aussi avec la musique d'ailleurs. Je pense que Hans Zimmer peut être un très grand compositeur, mais quand il est accompagné par un vrai et bon cinéaste qui sait tirer le meilleur de lui. Et je pense que ça veut tout dire que la musique de Jusqu'au bout du monde propose des idées aussi puissantes que celle-là. Et puis par rapport à cette question de rythme, il faut se souvenir que dans le scénario original du premier Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow n'était pas censé être aussi délirant et maniéré. C'est vraiment Johnny Depp qui a amené ce décalage et Gore Verbinski a su l'embrasser. Ce que je veux dire, c'est que Pirates 2 et 3 ont clairement eu des productions difficiles, avec beaucoup de contraintes. Mais plutôt que de lâcher prise et de se mettre en PLS dans un coin en attendant que ça passe, Verbinski a su s'amuser avec ces contraintes, et même les détourner avec un plaisir ludique évident. Par exemple, tout ce que je vous disais sur les rapports de force du film, ça pourrait vite devenir très chiant si ça s'exprimait juste par des suites de dialogues et des twists de séries télé. Comment Gore Verbinski rend ça intéressant? Déjà, il y a toujours des objets pour symboliser la place des personnages et leur accord et désaccord. Dès qu'ils sortent de l'antre de Davy Jones, il y a cette scène qui reprend un code connu du western qu'on appelle une impasse mexicaine. C'est quand vous avez plusieurs personnages armés qui se menacent et que le fait de tirer en premier est loin d'être un signe de victoire. Alors là déjà, ils sont 5 et la mise en scène orchestre ces cadrages selon la position des regards, des flingues
et même du corps de Barbossa qui finit par se mettre au centre du cercle. C'est ça que j'appelle de la mise en scène ludique. Vous avez ce passage d'exposition un peu obligé pour rappeler les priorités de tout le monde, mais vous trouvez une manière visuelle de l'illustrer. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le film, comme ces métaphores phalliques, pas forcément très fines, mais qui continuent de me faire rire quand même. Et je pense surtout à ce montage alterné franchement génial, où tout le monde complote dans son coin et marchande, avec cette sensation de va-et-vient permanent des idées et des attributs de chacun. Mais il y a un truc qui me semble encore plus important. En principe, le film de pirate, ça évoque avant tout une mise en scène, disons, horizontale. Ce qui compte, c'est l'appel de l'océan, son horizon, ou encore les abordages à hauteur égale entre les navires. Mais Pirates des Caraïbes a toujours implémenté de la verticalité là-dedans, notamment pour refléter un déséquilibre de ce monde et la place que le fantastique y prend. Il y avait les pirates zombies dans le 1 et les tentacules du Kraken dans le 2. Mais le 3 va encore plus loin là-dessus. Et dès la première scène, où Elizabeth et Barbossa vont dans le repère du pirate Sao Feng à Singapour et que le reste de l'équipage se prépare à les secourir par le sous-sol. Là aussi, c'est hyper ludique. Gore Verbinski pense toujours à ajouter des couches, des étages dans ces scènes pour complexifier les enjeux. Mais surtout, ça va avec ce que je disais avant. L'idée qu'on se fait des dynamiques de pouvoir, c'est par essence vertical. En ayant l'ascendant sur quelqu'un, on est au-dessus de lui d'un point de vue symbolique. Ça, Verbinski s'en amuse beaucoup, au point même de bouleverser cette échelle dans l'une des scènes pivots du film. Mais on peut aller un peu plus loin là-dessus. Ce que cherche Lord Beckett, c'est une domination de la flotte britannique, et par extension de la société occidentale, sur cet horizon censé être indomptable. En bref, imposer du vertical sur l'horizontal. Et du coup, la réponse du film, c'est qu'il faut s'extirper de cette verticalité forcée, de ces rapports de force qui contredisent la liberté des pirates. Et le mieux pour ça, c'est encore de prendre son envol, loin des dictats, ce que Pirates des Caraïbes 3 assume de manière très littérale au travers de Jack, genre 3 fois dans le film. Cette fuite en avant, elle est très importante pour comprendre le film. Si tout n'est que trahison dans Jusqu'au bout du monde, c'est que les personnages sont prêts à trahir ce qu'ils sont pour leurs objectifs personnels, ou tout simplement pour survivre, parce qu'ils se savent dans le camp voué à perdre. S'intégrer au système ou mourir avec le monde des pirates, c'est les deux options qui s'offrent à eux. Mais derrière ça, Pirates des Caraïbes 3 pose une question. À quel point est-ce qu'on peut se trahir soi-même? À quel point est-ce qu'on peut accepter de devenir quelqu'un d'autre, de refouler son identité profonde? Ce n'est sans doute pas un hasard si la folie de Jack dans l'antre de Davy Jones se traduit par sa démultiplication, en plein d'avatars loufoques d'un équipage qui reflète sa totale solitude. Et plus tard dans le film, le père de Jack, incarné par Keith Richards, formule cette même idée à sa manière. It's not just about living forever, Jackie. The trick is living with yourself forever. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut en arriver à ce qui met à peu près tout le monde d'accord sur Pirates des Caraïbes 3, la folie de son climax, où le Black Pearl et le Hollandais volant s'affrontent au milieu d'un maelstrom. Ça a pris 10 semaines à tourner, avec 2 vrais bateaux construits en studio, et l'un des plus grands fonds bleus de l'époque. Il y avait de la fausse pluie sur les acteurs en permanence, des explosions et des chorégraphies dans tous les sens, soit le meilleur des chaos contrôlés. Mais justement, ça donne du sens à tout ce que je disais plus tôt. Ce qui fait la réussite de ce grand final, c'est qu'il passe son temps à alterner les sous-intrigues, à exploiter chaque centimètre carré de l'espace à sa disposition, à multiplier, là encore, les couches dans la narration et dans les images. Et pour quelle finalité? Pour permettre à chaque personnage de se retrouver soi-même, de savoir qui il ou elle veut être vraiment. Will et Elizabeth se marient en pleine bataille et Jack comprend que sa liberté ne réside pas dans son immortalité. Et il leur faut quand même un bon gros tourbillon des familles en plein océan pour comprendre ça. C'est pour ça que c'est génial. La nature accentue les émotions et le lyrisme des héros dans un élan romantique qui évoque entre autres les tableaux de William Turner. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Après, je peux entendre qu'à l'instar du reste du film, il y a beaucoup de choses dans le climax de Pirates des Caraïbes 3, et que c'est au final aussi digeste qu'un tacos 3 viandes supplément fromage. Mais en même temps, c'est tout ce que raconte le film, à l'écran et dans ses coulisses. C'est la fin d'une trilogie, mais aussi la fin programmée de l'âge d'or des pirates. Jusqu'au bout du monde, c'est un film qui n'a rien à perdre. Dans ce trop-plein, dans cette folie des grandeurs toutes hollywoodiennes, c'est comme si Gore Verbinski savait que le truc était à 2 doigts de s'auto-détruire, donc autant y aller à fond. Parce que quand je parlais du tournage en back-to-back, faut comprendre que Verbinski a dû finaliser l'écriture de Pirates 2 et 3 pendant qu'il les tournait, et que tout le climax du 3 a été filmé après la sortie du 2, ce qui veut dire construire en à peine quelques mois des décors et des structures improbables et fignoler le résultat final quelques semaines à peine avant la sortie du film. Quand on parle des budgets de plus en plus hallucinants d'Hollywood, ça vient souvent de ce type de problématique. Plutôt que de laisser le temps au film de se faire,
La précipitation oblige à investir plus, et pour traduire une expression américaine, à jeter de l'argent sur les problèmes. Donc ce trop-plein de Pirates des Caraïbes 3, il est là aussi, à tel point d'ailleurs qu'il a été pendant un certain temps le film le plus cher de l'histoire du cinéma, parce qu'il avait passé la barre symbolique des 300 millions de dollars de budget. Alors aujourd'hui, vous allez me dire qu'on y est presque habitué avec des Indiana Jones 5 ou des Fast and Furious 10, mais si vous ajustez à l'inflation, ça représente 441 millions de dollars de maintenant. Et d'ailleurs, je ne le savais pas, mais désormais, le film le plus cher de l'histoire, c'est Star Wars Le Réveil de la Force, dont on a finalement appris le budget officiel de 447 millions de dollars, ce qui fait 575 millions quand on ajuste à l'inflation. Mais bref. Pour moi, c'est pas juste une histoire de gros sous, parce que quand vous travaillez dans une telle panique, il y a un peu deux solutions. Soit vous ne prenez aucun risque pour éviter d'autres débordements de budget potentiels, ou alors vous faites comme Gore Verbinski et vous en profitez pour imposer des trucs avant que Disney ait le temps de dire non. Parce que, quand même, est-ce que vous vous souvenez de la violence de Pirates des Caraïbes 3 ? Parce que le petit Antoine de 10 ans, il n'a pas oublié que ce qui était à l'époque le plus gros blockbuster de Disney s'ouvrait sur la pendaison d'un enfant et qu'il offrait des trucs aussi graphiques que cette mise à mort la façon hentai par David Jones. Et ça, pour moi, ça va avec l'élément vraiment fondamental du film, sa mélancolie. Pirates des Caraïbes 3, c'est un film très sombre, apocalyptique même, et concentré sur la fin d'une ère. Et je parle de mélancolie parce que les personnages en sont conscients de cette fin inévitable. Quand on y pense, les enjeux principaux du film, c'est de libérer Jack de l'antre de David Jones, de libérer David Jones de l'emprise de Beckett en récupérant son cœur, et libérer de sa cage charnelle la déesse Calypso. En soi, ces trois personnages-là symbolisent à leur manière une idée du mythe, celui de la piraterie pour Jack, et du folklore naval pour Calypso et Jones. Ce que cherche à faire jusqu'au bout du monde, c'est de ramener du mythe dans un monde de plus en plus rationnel et uniformisé par la Compagnie des Indes. Face à la beauté de la dimension inconnue et intangible des océans, Beckett préfère au contraire la logique du matérialisme et par extension du capitalisme. The immaterial has become immaterial. Alors je vois déjà ceux qui vont taper en commentaire « Non mais Pirates des Caraïbes, c'est juste du divertissement pour poser son cerveau, c'est pas politique, espèce de gauchias ». Alors bien sûr, on pourra toujours dire qu'il est assez hypocrite d'avoir un discours anticapitaliste de la part d'un film Disney, mais c'est là, qu'on le veuille ou non. Et il l'exprime clairement et avec ironie au travers de sa réplique la plus répétée dans tout le film. It's just good business. It's just good business. It's just good business. It's just good business. Alors en VF, ils ont traduit par cette bonne guerre, ce qui est plutôt pas mal, mais on perd forcément la dimension business. Mais vous savez quoi ? C'est là aussi qu'on n'a pas rendu justice à Gore Verbinski, parce que cette confrontation entre l'imaginaire et le monde moderne, c'est bien sa patte d'auteur. C'est au cœur de The Ring, de Rango, de A Cure for Life et bien sûr de Lone Ranger, avec ce chemin de fer, symbole de modernité qui voudrait remplacer les mythes de l'Ouest. Mais Verbinski n'a jamais été plus explicite sur ce point qu'avec Pirates des Caraïbes 3, et notamment dans l'une de ses plus belles séquences. Alors qu'ils sont sortis de l'antre de David Jones, Jack et Barbossa accostent sur une île où ils découvrent la carcasse du Kraken, dont Beckett a ordonné l'exécution auprès de David Jones. Paradoxalement, Jack est triste de voir la créature qu'il avait pourtant tuée être balayée comme ça d'un revers de main. Le Kraken, c'était le danger, certes, mais c'était un mythe dont le monde moderne s'est débarrassé. Et la scène, dans sa mélancolie affirmée, se conclut sur cette merveilleuse réplique. The world used to be a bigger place. The world's still the same. It's just less in it. Tout est perdu, et comme le film, qui joue son va-tout, les personnages troquent le cynisme qui pourrait être de circonstance par une envie farouche de résistance. C'est aussi pour ça que je l'aime autant ce putain de film. Malgré son désespoir, il a aussi envie de croire, là encore de façon romantique, à la force d'un dernier tour de piste. Et je trouve ça super que cette idée se traduise par Elisabeth, qui transite entre les trois films, de la bourgeoise gentiment ennuyée à la guerrière féroce. Mais ce qu'elle garde tout le long des trois films, c'est sa naïveté, une naïveté salvatrice qui en fait la seule qui a le courage de motiver les troupes vers la bataille finale. Et ce que j'aime, c'est que toute cette grille de lecture s'applique autant à ce que raconte le film qu'au film lui-même, qui est aussi un objet profondément mélancolique. Pirates des Caraïbes 3 essaie de rester fidèle à lui-même, de ne pas se perdre en chemin malgré les desiderata implacables de Disney. Et pour le coup, il faut admettre que le résultat est assez mitigé pour plusieurs raisons.
Déjà, il y a sa place de blockbuster. Quand on y regarde bien, Jusqu'au bout du monde, c'est l'un des derniers grands films d'aventure hollywoodiens à l'ancienne. Et bon, je mets des guillemets parce que c'est surtout inspiré par les classiques du genre. C'était l'une des dernières résistances face à l'arrivée massive des super-héros. Et je peux vous dire que le petit Antoine de 10 ans, il s'en souvient aussi parce qu'en mai 2007, il fallait déjà choisir son camp entre Pirates des Caraïbes 3 et Spider-Man 3, sorti quelques semaines avant. C'était le duel de l'été niveau box-office. Et comme mes parents m'emmenaient pas si souvent au ciné, j'avais dû faire un choix. Mais l'année suivante, en 2008, il y avait déjà moins de choix, puisque Iron Man et The Dark Knight ont définitivement imposé les super-héros à Hollywood. Alors vous pourrez me dire qu'il y a quand même eu Pirates des Caraïbes 4 et 5, mais déjà je préfère faire comme si ils n'existaient pas. Et ensuite, ça marque le paradoxe de la saga, qui a clairement contribué quand même à asseoir le modèle des franchises à rallonge dans les années 2000. Au final, Pirates des Caraïbes a toujours été dans cet état de transition. Et c'est là, pour moi, que réside aussi sa beauté. Tout en embrassant l'héritage du cinéma d'aventure classique, il y avait l'envie de le moderniser par la technologie et par un fantastique permis par les images de synthèse. On ne dira jamais assez à quel point la saga doit une grande partie de sa réussite à John Knoll, le superviseur des VFX et accessoirement le co-créateur de Photoshop. Avec les animateurs d'ILM, il a su mixer à merveille les besoins numériques de la saga, tout en gardant au maximum des éléments tangibles dans les plans. Mais si je m'arrêtais là, j'oublierais un élément très important, et qui correspond bien à cette notion de trahison envers soi-même. Vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne, mais les effets visuels, j'adore analyser leur fabrication, même si je suis loin d'être un expert. Et comme beaucoup, je m'interroge sur le rythme de plus en plus infernal dénoncé par les sociétés de VFX ces dernières années et qui donne parfois lieu à des trucs aussi atroces que Ant-Man 3 ou The Flash pour ne citer que les ambulances sur lesquelles j'ai déjà beaucoup tiré. Justement, Pirates des Caraïbes, et surtout le cas de Davy Jones, est souvent utilisé comme l'exemple de ce que Hollywood n'arrive plus à avoir en matière d'exigence avec ses VFX. Et c'est pas complètement faux. Les effets visuels de Pirates des Caraïbes restent d'une maestria impressionnante dans leur domaine, parce qu'il y a une vraie synergie et un savoir-faire entre les différents départements pour obtenir les meilleures images possibles. Mais la tragédie là-dedans, c'est qu'au fond, malgré tout ce qu'on dit, Pirates des Caraïbes 3 est en partie responsable de l'état actuel de l'industrie entre ces périodes de crunch infernal pour les animateurs et des deadlines infernales. Pour rappel, le film a été terminé dans l'urgence, et cette urgence a nécessité que plus d'éléments soient réalisés en images de synthèse. Pour être concret, là où Pirates des Caraïbes 2 possède 1316 plans truqués numériquement, Jusqu'au bout du monde en a 2090, qui ont dû être réalisés dans un laps de temps très court. Et si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous recommande chaudement la vidéo de notre camarade La Boîte à FX, qui est très complète sur le sujet. Je la mettrai en description. En 2022, quand les sociétés d'effets visuels ont tiré la sonnette d'alarme sur ces situations, beaucoup ont pointé du doigt Marvel avec son calendrier interminable de films et de séries, alors qu'au fond, tout le monde était concerné. Et à ce moment-là, le média Gizmodo avait sorti un article intitulé « Abuse of VFX Artists is Ruining the Movies » et dedans, une source anonyme pointe Pirates des Caraïbes 3 comme le film qui a tout changé pour le pire à Hollywood au vu de son temps réduit de post-production. On a été nombreux dans l'industrie à voir ça d'un mauvais œil, parce que nous savions que nous n'aurions jamais plus d'argent ou de ressources vu qu'ils ont réussi à terminer Pirates des Caraïbes 3. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que, au fond, ça ne reflète pas le propos du film? Cette idée que derrière cette fin, qui n'en sera pas vraiment une d'ailleurs, Pirates des Caraïbes a ouvert la voie aux dérives d'une certaine modernité du cinéma. Sans doute, mais là encore, on peut nuancer. Pour moi, il est indéniable que le film, qui a su se reposer sur certains des plus grands techniciens hollywoodiens des années 2000, a trouvé une balance trop rare pour ce qui est de sa qualité technique, qui va d'ailleurs avec sa folie des grandeurs. Et de ce point de vue-là, il fallait bien que je termine en évoquant le symbole le plus fort du film qui accompagne sa plus grande scène. Et oui, je parle bien sûr de la destruction du navire de Beckett, qui se fait prendre en sandwich par le Black Pearl et le Hollandais volant. La mort du méchant au ralenti, suspendu dans le temps alors qu'il se sait vaincu, c'est juste magnifique, et ça transpire d'une incroyable poésie du chaos. Son monde s'écroule littéralement autour de lui, et c'est sans nul doute le plus bel hommage au final surréaliste de Zabriskie Point d'Antonioni, ce qui est pas vraiment quelque chose d'évident pour Pirates des Caraïbes. Mais le plus important, c'est que ce morceau de bravoure a été réalisé par un mix total des techniques à disposition des équipes du film. Pour ce qui est des plans larges, vous avez de vrais bateaux agrémentés de VFX. Et pour la destruction, vous avez un mélange parfait de maquettes explosées et de décors en studio avec l'acteur Tom Hollander, obtenu avec du motion control sur la caméra pour faire à plusieurs reprises l'exact même plan. Et enfin, un embellissement de cette désintégration
par des VFX. Alors non seulement c'est encore aujourd'hui l'une des plus grandes scènes de blockbuster de ces 20 dernières années, je pèse mes mots, mais ça synthétise à merveille ce qu'a été Pirates des Caraïbes, une saga de son temps, ancrée dans son époque et ses mutations, mais qui a cherché à garder le meilleur de toutes ses inspirations, même quand on lui a mis des bâtons dans les roues. Alors aujourd'hui, c'est peut-être compliqué de soutenir la piraterie, mais vous pouvez soutenir quand même des médias indépendants comme Écran Large. Bon déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si notre ton et nos analyses vous plaisent, et vous pouvez aussi vous abonner au site d'Écran Large, qui vous donne accès chaque semaine à des contenus exclusifs, et notamment j'avais fait un dossier sur la BO de Pirates des Caraïbes 3 par Hans Zimmer. Et puisqu'on a parlé de films d'aventure moderne qui déboîtent, vous pouvez aussi voir la vidéo où je déclare ma flamme à l'un de mes films préférés, Le Masque de Zorro. Spoiler, ça a été scénarisé par les mêmes personnes que Pirates des Caraïbes. Sur ce, à la prochaine, petit moussaillon.